Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin, dans le sommaire. Dormir à la belle étoile dans les grandes villes du Bénin est leur spécialité. Les conducteurs de taxi-moto, vous les voyez dormir sur les engins après une journée bien remplie. Une nuit avec les émigrants à Cotonou, réalité, risque, explication à suivre dans ce 13h au Bénin. Disparition des séries modernes courts et modernes longs dans nos collèges et lycées. Il faut faire désormais la physique-chimie et une seconde langue étrangère en plus de l'anglais. À partir de la classe de 4e, l'appréciation des acteurs du système éducatif est à suivre dans un instant. Et puis Porte Novo dispose désormais d'un atelier de fabrication des lampes kit solaires. À quoi cela ressemble, vous verrez les images en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Nous poursuivons dans cette édition notre exploration dans l'univers des conducteurs de taxi-moto. Leur rôle est capital dans la mobilité humaine, surtout à Cotonou. Mais dans le rang de ces derniers, il y en a qui viennent des localités situées à des centaines de kilomètres de Cotonou pour exercer ce métier. S'il vous arrive de faire le tour de la ville à une certaine heure de la nuit, vous les verrez dormir sur les engins. Après une journée bien remplie, une situation qui les expose à plusieurs risques. Alors, comment peut-on expliquer cette pratique? C'est une enquête de Idrissou Boukari et des Rompevi qui ont passé une nuit avec les émigrants et nous rapportent des images sur la réalité, les risques, mais aussi des explications. 1 heure du matin à Cotonou, le grand monde qui grouille dans la journée au niveau des grands carrefours de la ville a fait place au désert et au calme. Calme enveloppé par la fraîcheur qui marque la fin de la journée et annonce la levée du soleil du jour suivant. Un peu plus loin, sur les places publiques comme l'Étoile Rouge, la place Lénine, sous l'échangeur de Godomé, de Weiho, au niveau des stations, devant les boutiques, au stade général Mathieu Kérékou et autres, on découvre des conducteurs de taxi-moto plongés dans un profond sommeil à la belle étoile, comme si ils étaient dans leur lit, isolés ou en groupe et protégés à leur manière. Tous les moyens sont bons pour trouver le sommeil. Pour certains, il n'y a pas d'autre choix. Je ne suis qu'à la recherche du pain quotidien. Ma localité est enclavée. Je n'y fais pas assez de recettes comme en ville, ce qui justifie notre présence ici en grand nombre. À pareille heure, la ville est calme et nous sommes nous aussi au repos. À l'aube, nous allons nous réveiller et ceux qui doivent poursuivre le travail continueront. Mais qui sont en réalité ces conducteurs de taxi-moto? D'où proviennent-ils? Et pourquoi sont-ils obligés de passer les nuits hors de leur chambre, à Cotonou et loin de leur famille? Des réponses à ces questions nous éclairent. Achille et les autres viennent des communes environnantes de Cotonou. On cite entre autres Kana, Zakota, Agbenzo, Djidja dans le Zou, Alada, Ouida, Tofor, Kwamassé dans l'Atlantique et certaines régions du Mono. Après une intense journée de travail, impossible pour eux de regagner leur domicile respectif. Il faut alors dormir sur sa moto malgré les multiples risques auxquels on est exposé. Mais ils en ont bien conscience. Qui parle de nuit parle de risque. On rencontre des malfrats, comme on se fait aussi escroquer par des clients indélicats qui nous mettent en attente. Et c'est sans oublier les patrouilles policières. Nous nous sentons en sécurité ici, vu la proximité de ce lieu avec la banque où des forces de l'ordre sont présentes. Nous ne sommes pas des noctambules à craindre. Notre seul objectif, c'est pouvoir joindre les deux bouts. Ce qui me soulage moi en plus, c'est la baisse de l'insécurité grâce à l'état actuel des voies, l'éclairage public et la police qui veille au grain. Cette scène est par ailleurs la manifestation des conséquences de l'exode rural. Des jeunes qui fuient la précarité de leur localité pour retrouver Cotonou, la capitale économique, où tout bouge. Cette pratique a été toujours combattue par l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou. Entre-temps, on aurait appris que les bandits les ont attaqués en versant dans leur bouche ou sur leurs lèvres les super glus qu'ils ont collés. Et ils ne peuvent plus ouvrir au réveil quand on les a projetés pour leur arracher la moto. Ils ne peuvent plus ouvrir la bouche pour dire olé.
Donc ces phénomènes-là nous ont été rapportés. Nous avons dit, mais c'est grave ce que vous faites. Au même si vous n'avez pas là où dormir ici, regroupez-vous en association ou en un groupe de 10 ou de 15 et vous allez louer une chambre où vous allez vous cotiser chaque mois et payer. Là, vous pouvez dormir bien, vous levez le matin, vous lavez bien et vous allez vous mettre au travail. Le mal est là et il faut agir. Selon l'Union des conducteurs de taxi-moto de la ville de Cotonou, pour mettre fin à cette pratique, les autorités doivent prendre leurs responsabilités, à commencer par la municipalité. La solution revient à l'autorité municipale qui doit prendre les taureaux par les cornes en interdisant aux gens de dormir dans les belles étoiles. Nous allons, au niveau du syndicat et de ma confédération syndicale, continuer la sensibilisation, organiser des séminaires, des formations pour qu'ils puissent appréhender le bien fondé du système qui consiste, après le travail, il faut aller dormir chez soi. Déjà en 2017, à travers ce communiqué, l'ancien préfet du littoral avait manifesté sa détermination à arrêter ce phénomène. Selon le document signé par Modeste Oboula, le fait que ces conducteurs de taxi-moto dorment sur les places publiques laisse présager d'un climat d'insécurité et de grand banditisme en milieu urbain. La lutte n'a pas encore porté ses fruits et l'actuel préfet est appelé à marcher dans les pas de son prédécesseur Modeste Oboula. Alors, Idrissou Boukari, merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. La nuit a été belle avec les étudiants, j'espère. Oui, plus ou moins belle, mais fatigante quand même. Alors, dites-nous déjà, la plupart des conducteurs que vous avez rencontrés sur le terrain dans le cadre de votre reportage viennent d'où précisément? Alors, comme on l'a expliqué dans le reportage, ces jeunes conducteurs de taxi-moto qui viennent à Cotonou viennent pour la plupart du département du Zou, des communes de Zakota, Djidja, Agbanzo et tout. Ils viennent également des communes environnantes du département, donc des communes environnantes de Cotonou, notamment dans le département de l'Atlantique. On parle de Tofor, on parle de Pomasser, on parle de Tori et autres. Il y en a qui viennent également du département du Koufou. Mais la plupart de ceux-là qu'on a rencontrés, qui passent la nuit à la Belle Étoile, viennent du département du Zou, à une centaine de kilomètres de Cotonou. Alors, y a-t-il une explication justement sur le fait qu'ils viennent en majorité de ce département, le Zou? D'abord, ça s'appelle de l'exode rural. Et pour comprendre donc les origines de ce phénomène, nous allons jeter un coup d'œil sur le tableau que nous avons réalisé sur la base donc, des chiffres publiés par l'Institut national de la statistique et de la démographie sur l'indice de la sécurité, donc de la pauvreté humaine en 2013. De passage, nous allons remercier donc, notre infographe qui fait un travail de génie. Alors, sur ce tableau, nous constatons que le département du Zou fait partie des départements les plus pauvres du Bénin. Et notamment deux communes qui sont les plus touchées. Le taux de pauvreté est plus élevé dans deux communes. Il s'agit de Zakota et Agbanzo. Et cela s'explique. Alors cela signifie que la migration qu'on constate, donc la migration des jeunes vers Cotonou, est due à la pauvreté ou au chômage qui sévit dans ces localités. Et quand on est confronté au problème de chômage, on n'est plus dans la possibilité de répondre convenablement à ces charges, notamment les charges familiales. Et la solution qui s'offre à ces jeunes, c'est de venir à Cotonou et travailler en tant que conducteur de taxi-moto. Et quand on vient à Cotonou, après une journée de travail, ne pouvant pas rentrer au village et n'ayant pas de logement à Cotonou, il se retrouve dans l'obligation de dormir dans ces conditions que nous avons décrites dans le reportage. Alors, c'est vrai, dormir à la Belle Étoile a certainement ses avantages. Il y a de l'air et du vent et d'espace. Mais les risques? Les risques sont nombreux et de divers ordres. D'abord, leur santé. Quand on se retrouve dans l'obligation de dormir dans ces conditions, dans son pays, c'est qu'on met sa santé en péril. C'est vrai qu'il y en a qu'on rencontre souvent dans la journée, fréquenter les bonnes dames vendeuses donc, de tisane pour se ressourcer, donc, comme ils le disent. Mais est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas évident. De l'autre côté, c'est la sécurité. Certes, ils ont reconnu dans le reportage que l'insécurité a baissé désormais. Depuis quelques années, l'insécurité a baissé au Bénin, notamment à Cotonou, grâce aux réformes opérées par le chef de l'État. Mais et aussi, ils ont reconnu que les rues sont désormais éclairés, ce qui leur permet de travailler dans la nuit et de dormir à la Belle Étoile sans crainte. Mais ils ont l'électricité, ils ont une sorte de climatisation. Tout à fait. Eric, mais l'insécurité zéro n'existe nulle part au monde. Alors il faut éviter de tirer le diable par la queue.
Et par rapport à ça, comment faire pour changer cette pratique de voir les conducteurs dormir à l'air libre? Alors, les jeunes que nous avons rencontrés, pour la plupart, ce sont des cultivateurs. Ce sont des jeunes qui ont été obligés d'abandonner leur champ pour investir Cotonou, la capitale économique, pour chercher de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à votre question? À mon avis, c'est d'investir. C'est désormais de donner les moyens à ces jeunes pour s'occuper de leurs travaux champêtres, qui ne soient pas dans obligés, leur localité, qui ne soient pas obligés de venir à Cotonou chercher de l'argent pour se nourrir et nourrir leur famille. Eric, est-ce que vous savez que la plupart de ces jeunes que nous avons rencontrés, conducteurs de taxi-moto, la plupart, chaque semaine, ils envoient leur économie au village, à ceux qui s'occupent de leur champ. Alors, ça veut dire que sur place, s'ils ont des moyens pour s'occuper de leur champ, ils ne seront pas obligés de venir à Cotonou pour exposer leur santé. De l'autre côté également, il faut voir la situation des femmes. C'est vrai qu'on ne connaît pas le taux d'accessibilité au microcrédit dans la zone, mais je pense qu'il faut orienter ce programme vers les femmes et assurer leur autonomie financière. Vous savez, et tout ça, ça peut contribuer à stabiliser ou même à sédentariser les jeunes, leurs époux et leurs enfants au village. Alors cela reste quand même une couche importante dans la société. Vous pensez qu'il faut peut-être trouver un programme assez spécifique pour les conducteurs de taxi-moto dans l'objectif de leur reconversion? Oui, c'est vrai. Et comme vous le savez, c'est un programme qui existait depuis Kérékou. Yaya en a parlé. Il me semble que le chef de l'État actuel en a parlé. Mais le programme ne prend pas encore la reconversion des conducteurs de taxi-moto. Est-ce qu'il faut revenir encore sur ce programme? Il faut trouver d'autres astuces pour leur permettre tout au moins de vivre donc, décemment du travail qu'ils sont en train de faire. Si le gouvernement juge opportun de relancer le programme, je pense que c'est... Alors, dans la chute de votre reportage, vous avez évoqué un arrêté préfectoral qui interdisait... Justement, c'est un communiqué qui date de 2017, donc signé par l'ancien préfet du littoral, Modeste Tobola, qui, entre-temps, s'est montré déterminé donc, à finir avec cette pratique. Pour des questions d'insécurité, tout à fait. Insécurité en milieu urbain. Bon, le constat que nous faisons, c'est que la lutte n'a pas encore porté ses fruits, le phénomène persiste encore. Et je pense que la municipalité de Cotonou et l'actuel préfet, notamment, et même la police républicaine, et même les syndicats des conducteurs de taxi-moto doivent s'y mettre pour que désormais on ne puisse pas assister à cette scène. C'est vrai que c'est triste, mais c'est la réalité. Merci à vous, Idrissou Boukari. On va continuer cette édition en nous posant cette question. Comment devient-on conducteur de taxi-moto? Vous avez envie de faire carrière dans le métier de conducteur de taxi-moto, comme le m'a appelé Zémidien à Cotonou. Eh bien, le reportage que vous allez suivre vous informe sur la procédure, les pièces à fournir et où aller se faire enrôler. Celui qui fait son entrée dans cette pièce du 13e arrondissement de Cotonou a nom Christ Deoumon. Sur le point de démarrer son activité de taxi-moto, communément appelé Zémidjan, il est venu prendre connaissance de la procédure. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que le papier, au jour d'aujourd'hui, ça a changé par rapport à avant. Parce qu'avant, tu pouvais même envoyer quelqu'un qui peut venir faire les papiers pour toi. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut que le propriétaire de la moto soit là et que le conducteur aussi soit présent. Du côté de ces aînés dans le métier, le processus paraît simple, mais très indispensable pour faire carrière dans cette activité. Une fois à la mairie, on te délivre un papier dénommé droit taxi. Il est nécessaire de l'avoir avant de circuler dans la ville. Quelqu'un qui ne détient pas son droit taxi est susceptible d'être interpellé. Les pièces à fournir au niveau de la mairie pour prétendre être conducteur de taxi-moto sont multiples. Si vous achetez votre moto, vous venez d'abord à la mairie, à la section du droit taxi. Vous prenez les documents, c'est-à-dire les papiers d'achat, et le BFU, la liste des quittances, la douane de la moto. Ça, c'est nécessaire. Plus 5 100 francs maintenant. La carte d'identité du propriétaire. La carte d'identité de celui qui veut conduire la moto s'ajoute à ces pièces que je viens de citer. Et puis, on vous enrôle. On vous donne un numéro. Et de là,
Vous irez acheter l'habit, écrivez ce numéro là-dessus, plus notre référence de la mairie. Le carnet communément appelé droit taxi ne s'obtient qu'ici à la régie principale des recettes non fiscales du 13e arrondissement de Cotonou. Il a une durée d'une année entière et permet aux conducteurs d'exercer leur métier en toute quiétude. Si un citoyen vient pour prendre l'enrôlement de droit taxi, je valide d'abord le dossier, je contrôle le dossier pour voir si les dossiers sont conformes à ce que nous prenons. Maintenant, je le valide et puis ils iront payer à la caisse. Et là, s'ils payent, ils viennent avec 2 quittances, avec un reçu de la caisse. C'est sur ça que moi, je délivre maintenant le numéro du droit taxi. Il peut conduire le même jour, s'il le veut. C'est à lui de décider. Sinon, si nous nous donnons, nous comptons à partir de là et ça fait 1 année avant qu'il ne revienne prendre un autre numéro. Devenir conducteur de taxi-moto nécessite donc des démarches préalables. Et ces hommes en maillot jaune le savent pertinemment malgré quelques indélicats qui exercent le travail dans l'illégalité. Et puis, dans le rang de ces hommes émigrants ou Kekenon à maillot jaune à Cotonou, desservant les populations pour les services de transport, on retrouve différents acteurs. Aujourd'hui, contrairement aux premières heures de cette activité, les formations de base des émigrants sont multiples, avec la présence de gens issus de plusieurs corps de métier. De plus près, quel est le profil actuel des conducteurs de taxi-moto? Melvina Anzo, Ingrid Day, Henri Ganti et des Rompe-Vivre, le reportage. Zémidjan ou Kekenon, les conducteurs de taxi, moto, nos alliés sur la route, nous les voyons au quotidien, nous les côtoyons et les sollicitons à longueur de journée pour nos besoins de déplacement. Ils sont de tous les âges, jeunes et vieux, exerçant aujourd'hui ce métier pour subvenir à leurs différentes charges. Il s'agit d'un travail libéral qui ne nécessite point une qualification particulière. Des jeunes gens ne détenant aucune compétence professionnelle en ont fait un choix de vie pour réussir à joindre les 2 bouts. Ce n'était pas une corporation au sein de laquelle on retrouvait des artisans ou des personnes professionnellement qualifiées. Entre-temps, c'était l'apanage des gens comme nous qui n'avions pas fini nos formations. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs avec des motos d'âme. Souvent, ce sont des artisans non prospères ou des chômeurs qui y viennent espérant le pain quotidien. Tout remonte à la morosité ayant prévalu au cours de la crise économique des années 80. Les émigrants ont comme ancêtres historiques les taxis-cana de la vallée de l'Ouémé, donc de Porto-Novo, qui se pratiquaient à partir des vélos qui transportaient les femmes ou leurs marchandises qui vont au marché. Et dans la crise de 1985 à 1989 au Bénin, je pense que le peuple béninois, les travailleurs sans salaire, ont imaginé donc cette activité. Le profil de ces hommes en maillot jaune a évolué au fil des années. On retrouve aujourd'hui dans leur rang toutes sortes de personnes au curricula de formation variées. C'est la lèvre que je revendais avant. Bon, après, j'ai commencé par faire l'élevage. Donc, après tout, ça ne marche pas. Donc, comme ça ne marche pas, c'est après ça que j'ai commencé par faire taxi-moto. J'ai fait haute couture. Moi, j'avais travaillé dans un cabinet d'avocats, mais malheureusement, nous ne sommes pas déclarés. Après 30 ans, notre patron est décédé. C'est comme ça que j'ai commencé. Celui qui a une moto peut décider donc de se transformer en émigrant. C'est d'abord les déflatés, c'est-à-dire ceux qui n'ont plus d'emploi. C'est aussi ceux qui se disent en chômage. Donc là aussi, vous avez les étudiants qui se convertissent en émigrants parce qu'ils n'ont pas d'emploi, alors que parmi eux, certains ont déjà femmes et enfants. Il y a ceux qui viennent des villages, d'accord, et peut-être qui abandonnent les travaux de champ ou qui
entre 2 récoltes, décident de venir en fait chercher un peu d'argent en ville. Donc, voilà. Même s'ils sont considérés dans l'opinion publique comme appartenant à l'une des couches défavorisées de la société béninoise, beaucoup parmi eux nous ont confié qu'avec cette activité, ils arrivent à subvenir aux besoins de leur famille et à se réaliser. Et puis parlons éducation à présent au Bénin. Le programme académique prévoit dès la rentrée prochaine la disparition des séries Modène Q et Modène Non. Autrement dit, tous les apprenants feront la physique chimie et une seconde langue étrangère en plus de l'anglais à partir de la classe de 4e. Pas forcément une bonne nouvelle pour les élèves. C'est une décision du gouvernement qui est donc diversement appréciée dans le rang des acteurs du système éducatif. Voici l'échantillon de leur réaction compilée dans ce sujet signé Narcisse Alossé et Deron Pévi. La décision du gouvernement a été rendue officielle un peu plus d'une semaine après la rentrée scolaire 2021-2022. À partir de l'année académique 2022-2023, l'offre de formation dans les collèges et lycées du Bénin ne donne plus la possibilité aux apprenants de choisir entre la série scientifique et celle littéraire dès la classe de 4e. Moi, je trouve que c'est une bonne décision parce que demander à un élève de 5e de choisir déjà sa série, il n'est pas suffisamment mûr pour pouvoir choisir. Il y en a qui regardent la facilité qu'il y a dans telle matière pour choisir. Donc, l'élève qui choisit entre la physique et la chimie, déjà en 5e ou en 4e, n'a pas bien mûri. L'État a vu juste pour prendre cette décision-là, de faire les 2 matières en 4e et en 3e. Parce que ça permet de mieux former l'apprenant. À l'heure de la mondialisation, apprendre plusieurs langues serait un atout pour nos apprenants. Il faut leur laisser le temps de se limer les dents contre les matières scientifiques, la physique et autres, et aussi les préparer aussi dans le cas où leur prestation dans les classes confirmait le choix, n'est-ce pas, de faire la série littéraire au second cycle ou de faire la série scientifique. À ces avis favorables, des acteurs du monde enseignant se montrent réticents. Pour cet enseignant syndicaliste, les conditions ne sont pas encore réunies pour la mise en œuvre de cette décision. Lorsque nous prenons nos établissements, nos lycées, collèges publics, à 80%, ces établissements-là sont sans laboratoire. On enseigne les SVT et les apprenants ont besoin de faire des expériences au laboratoire. On enseigne la PCT. Les apprenants ont besoin de faire des expériences au laboratoire. Mais malheureusement, les laboratoires n'existent pas et ces enseignants-là se limitent à la théorie. Si on veut aussi avoir des littéraires dignes du nom, il faudrait qu'on dote les établissements des bibliothèques dignes du nom pour leur permettre d'avoir tous les ouvrages dont ils ont besoin pour apprendre les langues étrangères. Le doigt est pointé sur le défaut de commodité autour de la plateforme éducative, tout comme l'avis consultatif des syndicats autour de cette nouvelle décision du gouvernement. Moi, au niveau où je suis, n'est-ce pas, je n'ai pas été associé, puisque nous sommes là au niveau national et à le niveau sectoriel. Nos représentants qui sont là-bas ne m'ont pas dit qu'ils ont été associés pour une telle décision, à moins qu'ils aient oublié de me le dire, mais j'ai le sentiment que c'est une décision qui a été prise, comme on a l'habitude de les prendre de façon unilatérale. Et j'ai découvert cela comme vous et moi, à travers la presse. La décision a été prise, les réseaux sociaux aussi. Donc nous avons été mis devant le fait accompli. De la forme de cette décision au manque de commodité pour son application, le monde syndical émet des réserves. Du coup, la question se pose de savoir l'opportunité de cette réforme. Équiper tous les établissements, équiper en laboratoire et en bibliothèque avant de commencer, je trouve que ce n'était pas nécessaire. On peut commencer et améliorer en fonction des moyens que nous avons. Dans le rang des élèves, cependant, certains voient dans cette décision une main forcée pour leur apprentissage, d'où des appréhensions. Parce que l'espagnol, c'est une langue que je ne comprends pas très bien. Or, PCT, là, je travaille bien dedans. Ceux qui font la 4e, je ne sais pas s'ils peuvent supporter les deux.
Mais moi, je ne peux pas. Des pensionnaires du secteur privé, eux, connaissent déjà la saveur de cette réforme. Depuis quelques années, elle fait partie de leur curricula de formation et ils y voient une opportunité pour s'épanouir. C'est cool d'apprendre une langue étrangère, c'est bien. Ça me permet d'apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles langues. Ces derniers donnent même de l'assurance après le premier passage de leurs enseignants. Buenos días, señor professeur. Ça dit bonjour, monsieur. Et hasta luego. Ça dit au revoir. Hasta la próxima vez, c'est la même chose. Et tu, et toi, y ested, et vous. Ils sont enthousiastes. Ils sont enthousiastes et c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils choisissent ou allemand ou espagnol. Ceux qui ont goûté à l'ivresse de cette réforme montrent ainsi des signes d'espoir. Et même s'il y a encore des interrogations par endroits, CAP est déjà mis sur la prochaine année académique pour la généraliser à tous les lycées et collèges du Bénin. Direction Porto-Novo, pour les besoins en lampes et kits solaires, les Béninois n'ont plus besoin de tourner leur regard vers l'Asie. La solution est désormais à proximité et c'est l'entreprise La Gazelle qui la propose. Elle a implanté l'un de ses ateliers à Porto-Novo où il sera fabriqué des lampes et kits solaires. Reportage. Porto-Novo, désormais capitale de la fabrication de lampes et kits solaires destinés à l'éclairage, la recharge de téléphones et l'alimentation de petits équipements électriques. Cette prouesse est désormais possible grâce à l'entreprise La Gazelle qui a décidé d'y implanter l'un de ses ateliers, le deuxième du genre en Afrique. Cette unité est un bâtiment constitué d'un bureau accueil, d'un atelier de production, d'un magasin multifonction et d'un local technique. Notre objectif est de fabriquer en Afrique des produits solaires, mais pas que, de très bonne qualité. La certification des produits solaires La Gazelle, aux critères de programme Lighting Global, démontre la solidité de nos produits qui se positionnent parmi les meilleurs standards du marché. Le défi de notre entreprise est de fabriquer nos produits localement. D'abord au Burkina Faso, mais aujourd'hui à Porto-Novo et bientôt partout en Afrique. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui ont été fabriqués près de 100 000 équipements solaires. Mais ce n'est qu'un début. Pour la mise en route de ce projet, l'entreprise La Gazelle a bénéficié de l'accompagnement du Millennium Challenge Compte Bénin 2 et de celui de la mairie de Porto-Novo qui a gracieusement mis à la disposition de l'entreprise un site de 1000 m². Ce jour est mémorable pour la ville de Porto-Novo qui voit désormais se développer sur son territoire des activités de fabrication d'équipements solaires. Je me réjouis de la concrétisation de ce projet innovant qui constitue un résultat palpable pour l'OCEF. D'autant plus que MCA Bénin 2 y a cru très tôt et n'a ménagé aucun effort pour accompagner ses promoteurs et continuera évidemment de les soutenir. Cette cérémonie d'inauguration a connu la présence du ministre de l'Énergie qui a remercié La Gazelle et le Millennium Challenge Compte Bénin 2 pour avoir choisi d'investir dans les énergies renouvelables. Cette énergie renouvelable qu'est le soleil, comme j'aime bien le dire, que nous avons abandonné depuis toujours, se réveille aujourd'hui et nous devons tout faire pour que la devise de La Gazelle soit une réalité, c'est-à-dire Lighting Everywhere, éclairant partout, partout au Bénin et au-delà du Bénin, et je veux pouvoir compter sur vous. La Gazelle est désormais solidement implantée et depuis Porto-Novo, elle ambitionne d'apporter une solution de proximité aux familles n'ayant pas l'électricité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain programme d'information, c'est à 16h et à 19h30. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin.